Des ETI qui ont 10 ans, vous le savez, anniversaire qu'on va fêter au studio Gabriel lors d'une grande soirée le 3 décembre à 20h pour remettre les grands prix des ETI BFM Business Palatine. Oui, des ETI aussi qui s'interrogent sur leur stratégie en matière de e-commerce, justement, comment vendre en ligne, comment livrer. Est-ce qu'il y a une vie en dehors d'Amazon? En tout cas, lui est bien déjà prouvé qu'il y a une vie en dehors de Leroy Merlin, de Castorama. C'est Sylvain Legout, le président de Augarden, site spécialisé dans les produits d'extérieur de la maison, installé en Berrieux, dans le département de l'Ain. Une ETI en plein boom qui devrait atteindre les 80 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Avec nous, un grand expert, c'est Michel Coq, le directeur général de l'Institut du commerce connecté, qui organise d'ailleurs le 29 novembre à Lille Connecting Day. Voilà, on va les retrouver dans un instant. Auparavant, j'accueille Yann Chambaz. Bonjour Yann. Bonjour Fabrice. Directeur succursale Lyon-Vez de la Banque Palatine. Plusieurs questions, voilà, pour planter le décor quelque part avec vous. Le e-commerce en France, on le dit en permanence, il se porte plutôt bien. Il représente 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. C'est évidemment une nécessité d'y aller. Plus que jamais, j'ai envie de vous dire Fabrice, 80 milliards aujourd'hui, effectivement, en 2020, on l'estime à plus de 100 milliards d'euros. C'était une croissance de 13,5% l'année dernière, donc cinquième marché européen pour ce qui est de la France. Donc c'est vrai que les arguments sont nombreux pour basculer dans le e-commerce. On est obligé d'y aller. Alors justement, quand on est une PME, quand on est une ETI justement, on détaillera tout ça, mais comment est-ce qu'on démarre une démarche commerciale e-commerce ? Alors c'est à travers le dialogue qu'on instaure avec les dirigeants. C'est vrai que l'émanation vient effectivement du dirigeant d'ETI qui impulse l'action en interne, s'entoure de bons conseils plutôt spécialisés sur la question, recrute également. On entend aujourd'hui des nouveaux métiers comme les CDO, excusez-moi pour les anglicismes, les Chief Digital Officer, tout à fait. Donc qui sont des experts dans le domaine et qui aident l'entrepreneur et le dirigeant à structurer sa stratégie digitale et entraîner avec elle, donc avec lui plutôt ses équipes. Ouais, alors on verra ça évidemment dans le détail dans un instant. Question aussi récurrente et on verra ça. Il y a une vie à côté d'Amazon? On est obligé de passer par Amazon? Alors c'est vrai que le mastodonte Amazon aujourd'hui interpelle, a une position hégémonique donc en France et dans le monde. C'est plus de 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 5 milliards donc en France. Donc c'est vrai qu'on serait tenté de dire qu'aujourd'hui Amazon est incontournable. Mais nous verrons tout à l'heure dans l'émission. Ce que je vous propose, c'est qu'on a aujourd'hui un certain nombre de marchands, et c'est le cas d'Augarden, qui font le choix de se passer des services d'Amazon pour pouvoir maîtriser en direct leur clientèle et la diffusion de leurs produits. On va voir ça dans un instant avec Sylvain Legout. Vous, Yann, vous avez retrouvé votre place. On va retrouver Sylvain Legout. On va retrouver Michel Coq. Oui, Augarden, qu'est-ce que c'est justement? Portrait signé Erwan Maurice. C'est un spécialiste français du jardin. Des piscines au barbecue en passant par le matériel de jardinage, depuis 12 ans, Augarden challenge les grands noms du secteur, Leroy Merlin ou Castorama. Les forces de l'enseigne, selon son fondateur Sylvain Legout, être au rendez-vous de la qualité, du prix et de la technicité. Avec ses 6000 références, Augarden met un point d'honneur à garder le contrôle de la fabrication, de la vente en ligne, de la livraison ou des données de ses clients. Rien n'échappe à l'entreprise. Les ventes ne se font donc jamais via d'autres plateformes et la marque française a même développé ses propres produits qui constituent aujourd'hui la moitié de ses ventes. Le web, qui représente 80% de son chiffre d'affaires, est au cœur de son métier. Mais Augarden ne ferme pas de porte. Ses clients ont accès au click and collect pour venir chercher eux-mêmes, s'ils le souhaitent, leurs produits dans 5 villes de France. Et ses showrooms adossés aux entrepôts permettent à la clientèle de tester le mobilier de jardin avant de passer à l'achat. Augarden, qui veut s'exporter, fait désormais cap sur l'Allemagne avec pour objectif d'y réaliser 10% de son chiffre d'affaires dès l'année prochaine. Plus de 6000 références chez Augarden. Sylvain Legout, le marché européen du jardin, c'est considérable, il pèse 80 milliards d'euros. C'est vrai qu'on ne se rend absolument pas compte, c'est la passion des Français. Comment est-ce qu'on innove quand on fait des chaises de jardin, des sonnettes, des boîtes aux lettres, des abris? C'est un marché qui fait 80 milliards, mais c'est un marché qui s'est un peu endormi. Ah bon? Le marché, si vous regardez les tondeuses, ça n'a pas changé depuis 10 ans. Alors si on apporte du démarrage électrique, si on regarde un salon de jardin, les tissus changent, mais ça change pas réellement. Donc nous, on a décidé de tout intégrer, de travailler sur le bureau d'études. Donc on a créé un bureau d'études et on essaye d'apporter d'innovation. De changer les produits, de travailler sur la livraison du produit. C'est-à-dire que dès la conception,
on doit pouvoir travailler sur la livraison. Et de travailler... Alors, on se pose quelle question, justement? On conçoit un produit et on se dit, on va le livrer. Mais alors, justement, comment? On se dit, il faut qu'on le livre le plus rapidement possible. Oui. Pour le livrer actuellement en Europe le plus rapidement possible, il faut que le colis soit inférieur à 30 kg, par exemple. Donc, vous allez dire, mon produit qui habituellement fait 90 kg, je vais le faire en 3 colis. Et 3 petits colis aux dimensions, et vous allez le livrer plus rapidement. Je comprends. Voilà comment on peut innover. Ouais. On innove aussi en travaillant sur les matériaux, on innove pour réduire les prix et pour aller à l'essentiel pour que... Vous faites fabriquer où, vous, au Garden? Alors nous, on fait fabriquer en Europe, en Asie, on fait fabriquer dans le monde entier. Par contre, la conception, on la maîtrise en Berlioz-Bugey. Voilà, on a créé un bureau d'études avec des ingénieurs et on travaille... Un pôle de recherche et développement. Ce qui nous disait Erwan Maurice, vous vendez sur votre site principalement, et pas sur Amazon, pas sur eBay, pas sur Cdiscount. Pourquoi ce refus? C'est une religion? On va pas dire que c'est une religion, on est peut-être un peu méfiant, mais nous on est persuadés que les plateformes comme Amazon maîtrisent comme mieux que quiconque l'intelligence artificielle, ils maîtrisent mieux la gestion des données. Et puis nous on s'aperçoit que en maîtrisant nous-mêmes notre marketing, notre publicité sur Internet, on arrive à avoir des coûts inférieurs à une marketplace. Le coût d'une marketplace actuellement c'est entre 12 et 15%. Quand chez Garden, les coûts marketing sont à 8%. Quand vous dites 12-15% de commission, donc à reverser donc à la marketplace. Alors, on redonne à la marketplace 12, mais on donne aussi les données, les meilleures ventes. On donne tout. Et ça, vous voulez pas? Et nous, on veut pas. C'est chez vous. On veut garder nos baisses. Vos clients. Ouais. Et on veut garder nos data clients. Et puis aussi réduire nos coûts, maîtriser nos coûts. Michel Coq, à la tête de l'Institut du commerce connecté, justement. On peut éviter les grandes plateformes quand on se lance, justement. C'est quoi? C'est site indépendant de vente en ligne ou place de marché ou les deux? Alors justement, on peut tout à fait avoir une stratégie long terme et une stratégie plus court terme. Sur le long terme, vous pouvez tout à fait envisager de créer votre plateforme, d'être un e-commerçant, mais c'est des investissements lourds dans la plateforme, dans le marketing, et ça va prendre du temps. Sur le court terme, la stratégie d'aller sur des marketplaces, c'est une bonne stratégie pour apprendre. Ça aide, pour démarrer. On apprend. Ouais. C'est là où le e-commerce est très bien fait. Amazon est un modèle pour beaucoup de marchands, même des grands marchands. Donc y aller pour apprendre, je pense que c'est une bonne stratégie. Pour revenir à votre exemple, Sylvain Legault à la tête de Hogarden, aujourd'hui vous êtes un groupe bien installé, créé il y a 12 ans, vous êtes le numéro 1 français de la vente en ligne de l'habitat extérieur. Très bien. Mais ça a toujours été un refus dans toute votre vie des marketplaces, ou à un moment, vous avez quand même essayé, et puis vous avez peut-être connu des déconvenus Ça a toujours été un refus. Ah oui? Ouais, nous on voulait garder notre savoir-faire, et puis on peut commencer petit, mais on apprend le marketing, on apprend à gérer le marketing sur Internet, et c'est quand même un savoir-faire de la société maintenant, donc ça c'est important. Et la deuxième chose, on se méfie, je vois des sociétés comme Toys R Us aux États-Unis qui est en liquidation, je crois. Oui, bien sûr. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont tout mis, ils n'ont pas créé de site internet, ils ont tout mis sur la marketplace Amazon. Et Amazon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont analysé leurs données, les meilleures ventes. Et Amazon, maintenant, sont dans les entrepôts de certains fournisseurs de jouets. Ça, je l'ai vu, Ils les ont cannibalisés, c'est ça? Ils les ont cannibalisés. C'est ce dont vous avez peur, vous? Oui. Pardon, Michel Coq, il y a vraiment un risque de se faire cannibaliser, qu'on se fasse prendre trop de commissions, qui nous piquent nos data? Il faut relativiser. Amazon en France, c'est pas le leader incontournable. Non. Il y a énormément de marketplaces en France. J'ai cité Cdiscount, j'aurais pu citer Rue du Commerce, il y a eBay, il y a Spartoo. Enfin bon, il y a une La France, c'est le paradis des marketplaces. Il y en a environ une centaine sur des verticales très pointues. Donc en fonction de vos produits, de votre unicité produit, vous n'allez pas aller forcément sur Amazon. Amazon, c'est la marketplace généraliste avec des milliers et des milliers de références. Il y a sûrement une pertinence pour des spécialistes sur un métier donné d'aller sur des marketplaces également spécialisés. Et là, il n'y aura pas cette cannibalisation. Effectivement, la question de la data est absolument importante et je pense que c'est effectivement un sujet stratégique. Mais au final, la relation client, c'est vous, le marchand, qui l'avez. Donc, en fait, c'est donnant-donnant. On donne des informations à Amazon, mais on apprend beaucoup aussi avec les marketplaces. Dans un premier temps, peut-être. Voilà. Quitte après à prendre le large. Yann Chambas, Palatine. Ça permet effectivement de garder le contact avec le consommateur final sans se déposséder des clients. On voit que le secteur du e-commerce, il est en mutation. On avait des purs players généralistes, typiquement Amazon, qui, comme le disait effectivement Sylvain Legault, commence à ouvrir des entrepôts et des entrepôts logistiques, je dirais presque de proximité.
Inversement, on a des pure players donc spécialisés, tels qu'O-Garden, qui créent des emplacements physiques, alors de manière un peu pertinente, puisque au-delà des entrepôts logistiques qui sont nécessaires pour couvrir et mailler un territoire, on y adosse des showrooms. Donc ça permet effectivement de minimiser le coût de ces implantations, et puis pour les clients de pouvoir, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de consommateurs qui veulent voir, qui veulent toucher avant d'acheter. Vous avez 5 boutiques showroom espace client chez Au-Garden, Sylvain Legout. Et on va continuer à les développer. La part de ce qui se vend sur Internet et la part de ce qui se vend dans vos showrooms? J'ai envie de dire, nos showrooms, c'est à peu près maintenant, sur cette année, ça va être 16%. Ah, seulement 16% dans nos showrooms, et le reste sur Internet. Sur Internet, oui. Mais les gens viennent dans nos showrooms pour voir le produit, pour discuter, pour se rassurer, et après décident de commander sur Internet. Et ça nous permet aussi, nous on s'implante dans des zones d'activité. Les zones d'activité, ça coûte beaucoup moins cher. Et les gens préfèrent, on s'aperçoit aussi que les gens préfèrent aller dans des zones d'activité que d'essayer d'atteindre des centres commerciaux où maintenant, vous y allez le samedi, c'est impossible, vous avez des bouchons, vous mettez 3 quarts d'heure, 1 heure pour entrer. Quand vous êtes dans une zone d'activité, vous recevez bien les gens dans un petit showroom, vous leur donnez du conseil, parce qu'on a des vendeurs aussi, nous, en plus. On fait un peu de la vente à l'ancienne, mixée avec de l'Internet. Et nous, on s'aperçoit que ça marche très bien. Michel Coq, vous, le directeur général de l'Institut Connecté, ce qu'il vient de dire quelque part, et c'est vrai, quand on démarre, quand on est une PME, une ETI, qu'on a envie de se lancer, e-commerce ou commerce physique, ou les deux, mon général? Les deux, bah oui. Évidemment. Bah oui. On revient au métier de commerçant. C'est une tendance très forte, même pour des pure players, ce qu'on appelle les pure players, les Amazon et autres, ils créent des magasins. Donc la présence dans le monde réel, elle devient primordiale, à la fois pour toucher, pour sentir les produits, pour avoir un contact humain avec quelqu'un, mais aussi pour se rassurer, parce que cette relation en fait qu'on va avoir avec le client en direct, elle est irremplaçable. Donc le showrooming, c'est une tendance très forte. Beaucoup de commerçants y vont. Et puis, on est aussi sur une mutation du métier de détaillant qui fait que jusqu'à présent, il y avait beaucoup de rayonnage, les gens allaient, faisaient des courses, etc. Maintenant, il va falloir une bonne raison pour aller dans un magasin, et cette raison, c'est l'expérience. Donc on veut une expérience différente en magasin de celle qu'on a en Internet. Et c'est ça, tous ceux qui nous écoutent, qui ont des magasins, qui ont des PME, des ETI, justement, qu'est-ce que vous leur dites? Quelles sont les synergies possibles entre magasins physiques, le numérique? Quels services on peut proposer en magasin? Quelle expérience apporter? C'est ça, il faut toujours insister là-dessus, sur l'expérience apportée en magasin. Client first, c'est le slogan de Sylvain. Absolument, je crois que c'est le slogan de beaucoup de monde. Aujourd'hui, on remet le client au centre du dispositif et on essaie de comprendre les nouveaux comportements. Vous avez aujourd'hui un comportement qui consiste à préparer sa visite en magasin. On va sur Internet, on se documente, on est sur mobile, donc on est même connecté dans le magasin. On va comparer. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Il faut raisonner justement sur le client multicanal et lui proposer des services qui vont être facilitateurs de cette démarche. Typiquement, se faire livrer en magasin. C'est pratique pour certaines personnes. D'autres préféreront se faire livrer à la maison ou se faire livrer en point relais. Donc toutes les options doivent être proposées. Également, une autre option, c'est utiliser ces magasins comme stock tampon. Il y a de plus en plus de détaillants qui utilisent finalement un stock virtuel et qui font envoyer les produits depuis les magasins pour ne jamais être en rupture. Et c'est une excellente réponse également par rapport au délai. Parce que l'enjeu du e-commerce, c'est le délai. Et c'est ça. Et ces délais-là, sur des normes de 24 heures ou 48 heures, aujourd'hui, on arrive à avoir des engagements de certains pure players dans la journée. Donc le showroom, l'argument de poids, c'est je veux acheter aujourd'hui et je le veux maintenant. Tout de suite, et je l'emporte. Et donc avec cette proximité effectivement que tissent les ETI dans leur territoire, c'est quelque chose de fondamental. Alors on continue, Michel Coq et Sylvain Legout. Vous êtes bavard, c'est bien, j'adore. On est à l'heure du client surinformé, surconnecté, qui veut être livré quand il veut, où il veut. Donc il faut avoir cette capacité à offrir des services de type livraison dans l'heure qui suit, donc livraison ultra rapide. Il y a même certaines startups qui commencent à développer, on se fait livrer dans le coffre de sa voiture. Donc voilà, il y a énormément d'idées et de créativité autour de ce dernier kilomètre. C'est quoi les nouveaux standards de livraison des e-commerçants? J'ai l'impression que ça va tellement vite, justement, être toujours plus rapide, la livraison à domicile en quelques heures, la gratuité, la prise en charge des retours aussi à domicile. Le suivi des colis, ça vous faites tout ça, vous? Non, Sylvain Legout, Au-Garden. C'est une vraie demande des clients, et nous on essaye de le faire. C'est pour ça qu'on va continuer à s'étendre en France, parce que pour livrer vite en 1 heure ou livrer le lendemain ou en 48 heures un client avec un très gros colis, il faut qu'on soit proche de lui.
Donc ça veut dire que vous allez multiplier les boutiques showroom, les entrepôts, parce qu'on parlait tout à l'heure d'Amazon, des grands entrepôts. Nécessairement, à un moment, vous stockez. Où est-ce que vous stockez? Alors, c'est un certain prix de stocker, non? C'est un certain prix, mais nous, on essaye de le faire proche du client. C'est-à-dire que nous, on va pas avoir des grands entrepôts comme Amazon. Nous, on va avoir des entrepôts qui vont faire les plus gros, pour l'instant, 5 à 6 000 mètres carrés. Vous en avez combien des entrepôts? Pour l'instant, on en a 5. Oui, donc accolés à ces boutiques showroom. Ouais. Accolés à des boutiques showroom. Et on va en rouvrir 5 autres dans d'autres villes, aussi avec un entrepôt et un showroom à côté. C'est toujours le même système, les gens peuvent venir voir, mais nous, on peut aussi les livrer très rapidement derrière. Et pour pouvoir les livrer très rapidement derrière, il faut avoir un vrai maillage. Si vous n'avez pas un maillage, et plus le colis est important, vous ne pourrez pas le faire. Parce qu'on va attendre, et puis vous on allez va être attendre déçu. les rendez-vous. Il faut aussi, nous, on a choisi d'aller encore plus loin, c'est d'intégrer le transport. Parce qu'on s'est aperçu que sur le gros volume, le transport, c'était un vrai problème. Je pense que les messagers sont pas en rendez-vous, n'ont pas pris la conscience que le client, c'était quand même important. Qui vous livre? Qui livre vos produits? Alors nous, on a fait sous-traiter à des messagers qui sont sur la place commune. On peut, je sais pas, il y a des Jeffco, des Schenker, des Geodis. Mais je pense ils travaillent le professionnel en même temps que le client. Et ils n'arrivent pas, malgré qu'ils développent des applicatifs, des applications pour suivre leurs colis. Je pense que sur le terrain, il n'y a pas un vrai service. On pourrait être meilleur en France sur la livraison, c'est ce que vous dites? Vraiment meilleur. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on a choisi d'intégrer notre transport. Ouais. Alors Michel Coq et Yann Chambaz. Attention, la livraison gratuite, ça a quand même un coût. Ah bah pour quelqu'un, évidemment, oui. Voilà. Et donc il faut l'absorber, ce coût. Oui, bien sûr. Et avant d'offrir et de se mettre au niveau des Amazon qui offrent les frais de port, il faut vraiment réfléchir sur son PNL et réfléchir si effectivement on peut se permettre de l'offrir. C'est un service, il faut le valoriser. Si vous livrez dans l'heure qui suit, ça a un coût et il faut le faire absorber. Tout le monde ne peut pas faire ça. Et donc il y a une question aussi de volumétrie et d'économie d'échelle qu'il faut absolument mesurer avant de se lancer là-dedans. Que les grandes finalement marketplace savent peut-être faire parce que justement elles gèrent du volume. Et surtout elles gèrent de la durée. Ouais. C'est-à-dire que leur objectif c'est de fidéliser les clients dans la durée. Si vous êtes à Amazon et que vous êtes sur Prime, vous allez savoir que vous allez recevoir la commande rapidement. Le lendemain. Bah oui. Et donc vous êtes fidélisé par nature, vous avez cette certitude, ce qui n'est pas le cas pour d'autres marques. Et puis on peut plus reculer quelque part. Une fois qu'on a goûté à la livraison J+1, bah quelque part on n'a pas envie qu'un jour quelqu'un nous dise bah ça sera J+1. Bah non, je vais aller voir ailleurs. Puis maintenant il y a Prime Now pour se faire livrer dans les 2 heures de l'alimentation. Voilà, pour l'instant dans les grandes villes et Paris spécialement. Je vous donne la parole, Yann Chambaz de Palatine, mais les marketplaces, tout n'est pas acheté quand même, Michel Coq. Absolument pas. Non, parce que bon, je voudrais pas qu'on croie que voilà ils raquettent les PME, les ETI avec des frais de commission hallucinants. C'est quoi, c'est 15-20% à peu près ou pas? Ça peut être moins, ça dépend. Ouais. Vous avez des marketplaces qui se lancent et qui offrent gratuitement l'hébergement des produits. D'autres qui démarrent à 4%. Effectivement, on va jusqu'à environ 15%. Mais aujourd'hui, c'est quand même un excellent moyen d'apprendre. Quand vous démarrez dans le e-commerce, il y a plein de choses à apprendre. Et cet apprentissage, il va être long, il va être coûteux. Les stratégies de contenu, les stratégies de marketing, comment bien référencer son produit, tout ça, les marketplaces vont vous obliger à faire ce travail correctement, à être rigoureux, jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'à la livraison. Ils ont des normes très strictes et si vous répondez pas à ces normes, vous êtes déclassé finalement. Et puis de se faire une réputation aussi. Le fait d'être sur une marketplace quelque part, bah tiens, on découvre la boîte. Quitte après, peut-être, aller en commander en direct, je ne sais pas. Énorme majorité. Non, il en doute, Sylvain Legault. Moi, je ne crois pas à ça. Alors, parce que quand on achète sur une marketplace, si on achète sur la marketplace Amazon, vous achetez chez Amazon. Pas si vous avez votre boutique. Vous pouvez créer une boutique de votre marque. On n'y fait pas attention. On attend le service Amazon qui est vraiment parfait. C'est pas faux, c'est vrai. Il est vraiment parfait, mais on fait pas attention à qui on achète. C'est vrai. Moi, je pense que sauf si le produit est un produit de marque. Alors, Yann Chambaz, Palatine, le pauvre, je lui laisse pas la parole. J'avais tendance effectivement à être oublié. Donc c'est vrai que sur l'enjeu du dernier kilomètre, on voit que le marché est très imaginatif dans les solutions de transport. On voit donc le développement des points relais, des relais colis. Maintenant, des points de retrait également éphémères, donc qui apparaissent dans certains centres commerciaux notamment. On envisage même des livraisons par drone. Donc est-ce qu'on rêve ou est-ce que ça sera bientôt une réalité? Ça, on ne sait pas. C'est en tout cas effectivement Amazon qui était sur ce projet-là. Donc ça, c'est pour confirmer l'enjeu qu'il y a sur le transport. Et c'est vrai qu'on a donc nos clients dirigeants qui souhaitent pouvoir maîtriser ce maillon-là. Et ça nécessite effectivement des investissements. Mais pour autant, ça leur permet d'avoir une certaine maîtrise de ces sujets. Ça coûte combien de faire du e-commerce? On parle d'investissement lourd, vous en parliez tout à l'heure. Yann Chambaz, vous le banquier, vous, Banque Palatine.
Alors, c'est quoi la mise de départ? C'est très variable, mais c'est vrai que c'est un réel engagement. Ouais. Les dépenses en termes d'immobilier, la logistique, parfois le transport, les outils marketing, l'informatique, c'est souvent plusieurs millions d'euros. Mais le pilotage se fait à travers la marge potentielle qui est à générer. Je pense qu'on va en parler, mais le personnel aussi, vous le disiez. Tout à fait. Vous structurez une équipe autour de vous avec des experts. Voilà, effectivement, ça coûte et avec des retombées qui sont parfois différées dans le temps, à 2 ou 3 ans, dans le meilleur des cas. Donc c'est vrai qu'on reste pas nous immobiles, les banques dans ce contexte-là. On essaye d'innover également. Donc notamment à la Banque Palatine, on va bientôt mettre en place un prêt digital. Qui permettra d'avoir des différés de remboursement à 2 ou 3 ans et pour financer un petit peu toutes ces dépenses matérielles. En attendant que les clients se manifestent, c'est ça. Oui, je suis une PME, je suis une ETI. Michel Coq, Sylvain Legout, Yann Chambaz. Donnez-moi des conseils. C'est quoi les étapes à suivre? J'ai envie de me lancer dans le e-commerce. Je démarre par quoi? Allez, un mot chacun. Michel Coq. Moi, je pense qu'il faut se poser 3 questions. Oui. La première question, c'est y a-t-il une demande pour mes produits sur Internet? Bien. Donc, regardez ce qui se fait, regardez la concurrence. À quoi ressemble cette concurrence? Est-ce que mes produits sont uniques? Est-ce que je vais pouvoir me différencier? Autre question, quelle est la taille du marché? Est-ce que j'ai un marché qui est déjà saturé ou est-ce que j'ai une place à prendre? Et après, effectivement, se lancer avec prudence ou avec, je dirais, ambition, suivant les cas, en disant j'investis, je crée ma plateforme, c'est ce que vous avez fait, ou je vais tester le marché, notamment si je vais à l'international, je vais tester sur des marketplaces internationales, sans investir pour une équipe et tous les coûts qui vont avec. Donc voilà, il y a plusieurs démarches. Et effectivement, il faut commencer à se poser ces questions de bon sens. Sylvain Legout, président de Hogarden. Moi, je suis un peu d'accord, il faut regarder la concurrence. Je pense que Internet vous permet tout de suite de savoir si vous êtes au bon prix, si vous n'êtes pas au bon prix, si vous pouvez vous placer, si la demande existe, si la demande n'existe pas. Moi, c'est ce que je commencerai. Après, d'aller soit sur une marketplace ou d'aller en propre, moi, j'ai tendance à dire, essayez d'y aller en propre parce qu'il existe quand même des outils en dehors des marketplaces. Et puis, vous pouvez vous faire accompagner par d'autres personnes qu'on n'a pas parlé, c'est les Google. Parce que des gens comme Google, ils vont vous donner des crédits, ils vont vous accompagner, il existe des tutos. Et vous apercevez que quand vous achetez des mots-clés style AdWords, ça va vous coûter moins cher qu'une marketplace. Et je pense que vous allez commencer à vous faire une expérience. Moi, je suis plus dans ce principe. Michel Coq et Yann Chambaz. Alors, il y a aussi une stratégie de différenciation. Comment vous faites la différence en e-commerce? C'est le contenu aussi. On n'a pas parlé de référencement naturel, mais pour éviter de payer à Google, il suffit de bien écrire ses fiches produits, mettre les bonnes images, des belles photos, pourquoi pas faire des vidéos. Voilà, il y a toute une stratégie de contenu et les avis clients aussi sont déterminants. Yann Chambaz, Palatine. Alors, en ce qui nous concerne, ce qu'on essaie de favoriser, c'est le partage d'expérience. Donc on est à l'initiative de plusieurs événements en région. On en a fait un ensemble d'ailleurs sur la transformation digitale. On organise des cercles de GTI où on confronte plusieurs profils de clients, donc dirigeants, de manière à pouvoir lever certains obstacles ou freins qu'il pourrait y avoir pour investir dans le e-commerce. Encore une dernière question justement, et ça intéresse tous ceux qui nous écoutent. Vous développez à l'international. Vous êtes déjà un petit peu présent en Belgique, Sylvain Legout, Hogarden. Et puis surtout cap sur l'Allemagne depuis l'an dernier, justement Düsseldorf. L'Allemagne, c'est le premier marché européen du secteur, du jardin. 13 milliards d'euros, voilà, avant d'attaquer la Pologne, l'Autriche, l'Europe du Nord, etc., etc. C'est une belle porte sur l'Europe. Comment faire du e-commerce international une activité normale? Parce que c'est pas toujours simple. Il y a des droits de douane différents, des taux de change, une politique de retour. Autant bien se renseigner quand on veut se lancer sur le e-commerce international. Surtout que Amazon et Alibaba vaguement se sont partagés le monde, quoi. Donc il reste plus grand chose. Sylvain Legout. Alors nous on a d'abord vendu au départ de la France, en Allemagne. On a fait un site allemand, on a traduit, on a vu qu'on avait des ventes, et après on a décidé de créer carrément une filiale. Alors par contre, ça a changé, ça nous a bouleversé au niveau de la société parce que, comme vous dites, c'est pas les mêmes règles comptables. Sur le marketing, il a fallu s'adapter. Il a fallu que les gens du siège social Hogarden réfléchissent autrement. Ce sont pas les mêmes prix. Parfois, un produit marche bien en France, il va pas marcher ailleurs, et vice versa, bien sûr. Ouais. Donc tout ça, on apprend à le gérer. Ça fait partie de l'expérience. Un dernier conseil. J'ai eu la chance de diriger le e-commerce international de Manutan, qui est une ETI que vous connaissez bien. Bien sûr, oui. Et plus récemment chez Marks & Spencer à Londres. Marks & Spencer s'était développé aussi à l'international en e-commerce, et on observait des choses très très concrètes. C'est que les moyens de paiement sont différents. Si vous voulez aller en Hollande, c'est pas le même moyen de paiement qu'en France. Tout juste. Si vous voulez livrer en France, on paye au livreur, parfois on paye en carte. C'est un système qui s'appelle iDeal, et c'est des virements bancaires. En France,
il faut faire du point relais. C'est une spécificité française. Et effectivement, les produits que vous vendez bien chez vous vont pas être les mêmes. D'où bien se renseigner, bien comprendre sûr, la pour culture accompagner du pays, cette stratégie de e-commerce à l'international. Bon, c'était très bien. J'espère qu'on a pu vous donner quelques clés, vous donner envie. Merci à tous les trois. Merci Yann Chambas qui dirige la succursale donc de Lyon-Vèze, succursale de la Banque Palatine. Michel Coq qui organise le 29 novembre à Lille le Connecting Day au nom de l'Institut du commerce connecté qu'il dirige. Et puis au Garden, son président avec nous, Sylvain Legout. Voilà, en route maintenant pour les fêtes de Noël. Probablement le défi ETI. C'est fini, on va se retrouver vite. Prochain numéro, donc on sera avec PeopleDoc. PeopleDoc, gros plan sur la digitalisation des RH. Très bonne semaine à tous. BFM Business.